Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment l'Empire romain s'est effondré et pourquoi l'Empire romain s'appelle un empire. Ici Monsieur Fouché. C'est parti. Quels sont les changements qui conduisent à la fin de l'Empire romain? Durant tout le IVe siècle, l'Empire romain est sous la menace des invasions barbares. Des peuples venus de l'Est veulent entrer dans le territoire romain et profiter de sa prospérité. L'Empire fait alors connaissance avec les Goths, les Vandales, les Alains, les Alamans et autres Huns qui s'installent aux frontières de l'Empire, tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. Les empereurs engagent beaucoup d'énergie pour contenir la poussée de ces peuples et empêcher leur entrée au sein de l'Empire. Des tentatives vaines qui, après les batailles, contraint les Romains à céder une partie de leur territoire. Ces terres sont soit données à la suite de traités, c'est le cas des Visigoths qui sont installés en Dacie, soit ces terres sont simplement abandonnées. On peut ici citer le cas de l'île de Bretagne qui est cédée face à l'avancée des Pictes. Face au péril croissant, l'empereur Dioclétien invente la tétrarchie. Le territoire impérial est alors scindé en deux. Un empire d'Orient dont la capitale est Constantinople, dirigé par un César et un Auguste, et un empire d'Occident dont la capitale est Rome, puis Ravenne, et à la tête duquel on trouve là aussi un César et un Auguste. Théodose est le dernier empereur à avoir régné sur les deux parties de l'empire. En 395, l'empire est définitivement scindé entre ses deux fils. En 476, à la suite de nombreuses invasions, l'empire romain d'Occident est détruit. L'empereur Romulus Augustule est déposé par le général goth Odoacre qui renvoie les insignes royaux à Constantinople. L'Empire romain d'Occident n'est plus, il se retrouve divisé en une myriade de royaumes barbares. C'est le début du Moyen-Âge. En Orient, par contre, l'Empire romain persiste. Les empereurs se succèdent, les structures administratives demeurent, la langue grecque devient la langue officielle. Au IVe siècle, le christianisme commence à gagner les élites. De plus en plus de sénateurs et de personnes influentes se convertissent, ce qui n'empêche pas les empereurs de continuer, lors des grandes crises, de persécuter les chrétiens. Il peut être étrange au premier abord de penser qu'un empereur polythéiste persécute une autre religion car il croit en un dieu. En effet, les Romains n'ont aucun problème pour assimiler les autres religions. Ainsi, le culte d'Isis ou encore le culte de Cybèle sont introduits à Rome au moment de l'agrandissement de l'Empire. Est-ce que finalement, le problème ne viendrait-il pas du fait que les chrétiens ne croient qu'en un seul Dieu? Non, car les populations juives sont intégrées dans l'Empire, sont monothéistes et ne participent pas au culte impérial, même si elles prient pour l'empereur. Alors comment expliquer les persécutions subies par les chrétiens? L'explication est à trouver justement dans ce dernier point. Les Romains et les empereurs, rappelons-le, sont polythéistes, mais ne supportent pas la non-participation au culte impérial qui permet la protection de l'Empire et doit permettre à l'empereur d'étendre son pouvoir. Les chrétiens sont alors, lors des crises telles que les famines, les guerres ou les invasions barbares, considérés comme les responsables du courroux des dieux. Cette situation provoque les persécutions à l'encontre des chrétiens, justifiées par la nécessité de rétablir l'ordre moral dans l'Empire. Cet état de fait n'empêche pas les élites romaines de se convertir. En 312, l'empereur Constantin devient chrétien, autorise la religion et l'organise au sein de l'Empire. En 395, l'empereur Théodose rend obligatoire la religion chrétienne et interdit le paganisme. L'Empire romain est devenu un empire chrétien. Le mot empire vient du latin imperium, qui signifie pouvoir. Comment le pouvoir des Romains se traduit-il dans les faits? L'Empire romain s'étend tout autour de la Méditerranée, des rives de l'Euphrate à Gibraltar, de l'Afrique du Nord à l'Écosse. Il s'agit du plus grand territoire jamais conquis en Europe. Cet espace est sous la domination des Romains pendant près de 2 siècles. Conséquence de ce gigantisme, l'Empire est divisé en provinces, à la tête desquelles on trouve un gouverneur. Les gouverneurs représentent l'empereur et dirigent l'armée de la province, rendent la justice, lèvent les impôts et organisent le culte impérial. En fonction du statut des provinces, ils sont soit nommés par l'empereur, soit nommés par le Sénat. Mais dans tous les cas, ces hommes inscrivent la direction d'une province dans une carrière politique qu'ils espèrent longue et prospère, et qui doit donc répondre aux attentes et aux exigences de l'empereur. L'empereur
possède un grand nombre de pouvoirs qui sont énumérés dans sa titulature officielle. Examinons ce denier de Trajan qui date de 105 après Jésus-Christ. Cette titulature impériale est rappelée au droit des pièces de monnaie impériale. Elle nous permet de faire l'inventaire de tous les pouvoirs de l'empereur. Il est imperator, il est César, Caesar. Ici c'est son prénom, Nervae Traiano, Auguste, vainqueur des Germains et des Daces, Germanicus, Dacicus, Pontifex Maximus, Tribunicia Potestate, Consul, Pater Patriae. Dans cette titulature, on identifie les différents pouvoirs. Il est Imperator, il commande, il est Pontifex Maximus, chef de la religion, Tribunicia Potestate, il possède le droit de faire les lois et de juger, Consul, il est chef politique de la ville. Voyons cela en détail. Imperator, c'est le terme latin qui a donné naissance au mot empire. Il confère à celui qui le porte le pouvoir de commander et de diriger l'armée. Pontifex Maximus, grand pontife, l'empereur occupe la fonction suprême de la religion romaine. Il est le protecteur de la cohésion, de la religion et du culte impérial. Rappelons tout de même que depuis Auguste, les empereurs sont divinisés, ajoutant d'autant au prestige de la personne de l'empereur. Consul, en tant que consul, il est le chef politique de la cité romaine et du Sénat. La Tribunicia Potestate, c'est la puissance tribunicienne, confère à celui qui en est doté le pouvoir de faire les lois et de juger. Aussi fort et puissant que fut l'Empire romain, il a connu l'effondrement. Les raisons sont multiples et on convoque souvent les invasions barbares comme responsables. Mais les changements majeurs intervenus avec la mise en place d'une nouvelle religion ne sont pas à minimiser. Toujours est-il que l'Empire romain a laissé la place à de nouveaux pouvoirs nostalgiques du prestige et de la grandeur de l'imperium, les royaumes barbares à l'ouest et l'Empire byzantin à l'est. Pour conclure, l'Empire romain a donné ses lettres de noblesse au concept d'empire et a permis de le définir. Un empire se caractérise tout d'abord par un territoire gigantesque, une administration locale loyale à l'empereur et un empereur qui concentre les pouvoirs militaires, politiques, judiciaires et religieux. L'Empire romain est la plus grosse construction politique européenne de l'histoire. Son histoire concerne presque tous les peuples européens. Il est devenu, dans l'imaginaire, un objectif à atteindre et si possible à dépasser.